Les murs du domaine d'Armand de Valorme se dressaient comme une menace contre le ciel gris. La pierre sombre buvait la lumière, les tours lacéraient les nuages, et le vent qui fouettait la cour portait l'odeur froide du métal et des chevaux. On disait qu'ici, rien ne grandissait vraiment, sauf les dettes et la colère du Seigneur. Dans la grande salle, les chandeliers éclairaient des tapisseries de batailles gagnées et d'ancêtres triomphants. La réalité, elle, se lisait dans le silence inquiet des serviteurs et dans les gestes secs d'Armand assis au bout de la longue table, coffre presque vide, soldats impatients, créanciers qui attendaient. Près de la fenêtre se tenait Éliane. Sa robe de velours bleu serrait sa poitrine et marquait ses hanches larges. Elle avait demandé qu'elle soit simple, sans ruban ni perles. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, comme pour effacer tout ce qui, en elle, débordait. Depuis l'enfance, elle avait appris que son corps prenait trop de place, trop visible, trop présent, trop commenté. Dans les couloirs, elle avait entendu les phrases chuchotées derrière des éventails ou des mains sales de vin. La grosse de Valorme, personne n'en faudra, elle finira au couvent. Les mots entraient toujours. Ils se logeaient dans sa poitrine et y restaient. Ce soir-là, le domaine recevait des invités. Des seigneurs voisins, un marchand important, un capitaine de guerre. On parlait d'alliance, de route, de sécurité des frontières et, comme toujours, de mariage. À 22 ans, Éliane était déjà un sujet de plaisanterie pour certains, de gêne pour son père. Une servante vint lui toucher le bras. « Monseigneur vous attend, mademoiselle. » Éliane inspira, redressa ses épaules et descendit vers la salle. À mesure qu'elle approchait de la grande table, les conversations baissèrent d'un ton. Quelques regards se tournèrent, glissèrent sur elle, pesèrent une seconde de trop sur son ventre, sa taille, sa poitrine. Armand de Valorme leva simplement la main. « Ma fille, » dit-il. Éliane. Elle se mit en marche vers la chaise vide près de lui. Un jeune seigneur recula sa chaise au même moment. Le pied accrocha l'ourlet de sa robe. Son corps vacilla. Elle se rattrapa à la table. Les verres tintèrent. Un petit rire éclata aussitôt derrière elle. Avec ce poids-là, si elle tombe, le sol se fendra. Souffla une voix amusée. Les rires suivirent, étouffés, complices. La chaleur monta aux joues d'Éliane. Elle ne se retourna pas. Elle fit les 3 pas qui restaient, s'assit. La chaise gémit à peine, mais pour elle, le son résonna comme un verdict. Son père ne dit rien. Aucun regard, aucune remarque, pour rappeler que la fille du Seigneur venait d'être insultée devant lui. Il saisit simplement sa coupe de vin, comme si rien n'avait eu lieu. Le repas fut long. On parlait de chevaux, de récoltes, de prix du fer. Personne ne lui adressa la parole. Par réflexe, elle porta quelques bouchées à sa bouche, sans en sentir le goût. Dans sa tête, le rire de tout à l'heure tournait en rond. Quand les desserts furent retirés, les invités se levèrent. Certains allèrent fumer dehors, d'autres vers la salle de musique. Armand resta assis. Sans la regarder, il dit « Restez ». Elle obéit. Les serviteurs débarrassèrent, puis disparurent. Peu à peu, la grande salle se vida. Il ne resta que le seigneur de Valorme, sa fille et le bruit du feu dans l'âtre. Armand se leva. Il marcha lentement, les mains croisées dans le dos. « Tu as entendu ?» Ce n'était pas une question. « Oui, père », répondit Éliane. « Ce n'est pas nouveau », ajouta-t-il. Elle garda le silence. Il continua, la voix calme comme une lame. « Depuis des années, il rit. Ta taille, ton absence de prétendant, ta façon de n'être utile ni à la maison ni aux alliances. Tu n'es pas promesse de terre, tu n'es pas monnaie d'échange. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Je suis votre fille, » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle. « Tu es ma fille, mais je suis seigneur, et Valorme se meurt. Les frontières tiennent encore, mais les coffres sonnent creux. Les hommes ne restent pas pour des sentiments. » Elle osa lever les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Il inspira. « Ce soir, un homme est arrivé. Malric de Rochebrune. » Même à Valorme, ce nom circulait. Seigneur d'école, homme de pierre, disait-on. On parlait de son visage balafré, de ses épaules immenses, de sa façon de faire taire les révoltes, sans un mot. L'hiver dernier, poursuivit Armand, il a bloqué un passage au nord. Sans lui, nos ennemis seraient ici. Le roi veut le récompenser. Malric a déjà des terres, de l'or, des hommes. Il a demandé autre chose. Le silence se fit plus lourd. « Quoi ?» murmura Éliane. « Une femme, une épouse, une dame pour Rochebrune. » Le cœur d'Éliane accéléra. « Et qui ?» demanda-t-elle, même si elle savait déjà. « Toi », dit-il simplement. Le monde se contracta. La salle sembla soudain trop petite, l'air trop mince. « Vous,
Vous me donnez à lui. Comme prix de service, je règle une dette et j'assure un avenir, répondit Armand. Tu seras dame d'une forteresse imprenable. Ici tu n'es rien, là-bas, tu seras au moins quelque chose. Elle se leva brusquement. La chaise racla la pierre. Je ne suis pas un sac d'or, père. Vous ne pouvez pas. Je peux, coupa-t-il. Les hommes de Rochebrune sont dans la cour. À l'aube, tu partiras. Il fit 2 pas vers la porte, puis s'arrêta. Prépare-toi. À Rochebrune, tu ne seras plus Éliane de Valorme. Tu seras la femme de Malric. On t'a vendu pour ton corps, dit-il enfin. Il est temps qu'il serve. La phrase resta suspendue dans l'air longtemps après qu'il eut quitté la salle. Éliane demeura debout, les mains tremblantes. Elle posa instinctivement une paume sur son ventre, l'autre sur sa poitrine, comme pour vérifier qu'elle était encore là, entière. On t'a vendu pour ton corps. Elle répéta les mots dans sa tête, 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'ils cessent de blesser et commencent à brûler autrement. Puis elle redressa lentement le menton. Très bien, murmura-t-elle dans le vide, qu'ils prennent mon corps. Ses doigts se crispèrent sur le velours, mais mon âme, elle, ne sera à personne. L'aube s'étira lentement sur Valorme, non pas comme une promesse, mais comme un jugement. Le ciel était encore bleu sombre lorsque les sabots des chevaux résonnèrent dans la cour. Éliane, debout depuis des heures, fixait la carriole qui l'attendait. Un coffre avait été préparé pour elle, quelques robes, un livre de prière, un foulard brodé que sa mère avait laissé derrière, et une cape trop lourde pour ses épaules. Les domestiques évitaient son regard, certains par pitié, d'autres par crainte du seigneur Armand, qui se tenait près du puits, les bras croisés, le visage fermé, aucun mot tendre, aucun adieu, seulement une main levée pour presser le temps. « Monte », dit-il froidement. Les hommes de Rochebrune n'attendent pas. 2 cavaliers attendaient déjà. Ils portaient des manteaux noirs, des gants épais et des masques de cuir couvrant la moitié du visage pour protéger du vent de montagne. Éliane sentit un frisson courir le long de sa colonne, non pas de froid, mais de cette sensation d'entrer dans un monde où rien ne lui appartenait, pas même son destin. Elle monta sans aide dans la carriole. Le cuir grinça sous son poids, et elle serra les dents. L'un des cavaliers referma la porte sans un mot. La route fut longue. Valorme disparut derrière les collines, puis les arbres se firent plus denses. Les plaines laissèrent place aux rochers, les rivières aux torrents grondants. Par moments, le vent frappait la carriole comme une main géante voulant la repousser en arrière. Elle avait l'impression de monter vers une punition céleste, une forteresse où le ciel lui-même refusait l'entrée. Les cavaliers ne parlaient pas. Pas un regard, pas une explication. Seulement leur silhouette droite, leurs épaules épaisses, et la façon dont ils surveillaient la route comme des guetteurs de guerre. À l'intérieur, Éliane tentait de respirer calmement. Sa poitrine, comprimée par sa robe, montait et descendait comme si elle portait une pierre. Elle se remémora les mots de son père. « On t'a vendu pour ton corps ». La phrase revenait encore, douloureuse, mais moins coupante qu'hier, comme si la colère, lentement, la recouvrait d'une peau neuve. Au bout de plusieurs heures, la carriole s'arrêta. Éliane écarta légèrement le rideau et vit une paroi gris sombre. Pas un mur, une montagne. La forteresse n'était pas bâtie sur la roche. Elle en faisait partie. 3 tours se dressaient comme des dents, reliées par des murs épais percés d'étroites fentes pour archer. La neige tapissait le sommet des toits. Au centre, une immense porte de bois noir, renforcée par du métal, se tenait close. 2 statues de guerriers, brisées par le temps, se dressaient de part et d'autre. La carriole avança encore, franchit le pont-levis, puis entra dans une cour silencieuse. Des hommes interrompirent leur tâche pour la regarder. Ils avaient des visages marqués par le froid, la fatigue ou les batailles. Aucun ne parla. Le cavalier ouvrit la porte et lui tendit la main pour descendre. Elle hésita, puis accepta, car sa robe s'accrochait déjà à ses chevilles. Le monde entier sembla s'immobiliser lorsqu'elle posa le pied sur les pierres de Rochebrune. Puis elle le vit. Malric. Il se tenait devant la grande porte, comme une ombre détachée de la forteresse, immense. Large d'épaules comme 2 hommes, une cape de fourrure sur les épaules, une cicatrice profonde traversait son visage, du coin de l'œil à la mâchoire. Ses cheveux noirs tombaient sur ses tempes. Ses yeux, clairs comme l'acier sous la neige, la fixaient sans ciller. Elle sentit son ventre se nouer. Il s'approcha lentement. On aurait dit que chaque pas alourdissait l'air. Lorsqu'il fut à quelques centimètres, elle aurait pu jurer qu'il avait senti son souffle. Il la regarda de haut en bas, pas comme les nobles de Valorme, qui la détaillaient avec mépris ou moquerie. Son regard était plus lourd, plus direct, comme celui d'un homme qui évalue ce que la vie vient de lui mettre entre les mains.
Puis il parla. Tu es Eliane. Sa voix était grave, rauque, mais étonnamment calme. Elle hocha la tête sans trouver ses mots. Tu as été donnée, dit-il. Vendue. Offerte. Elle sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Mais ici, on ne t'a pas amené pour mourir, ajouta-t-il. Elle releva légèrement le visage, surprise par cette dernière phrase qui sonnait presque humaine. On t'a amené pour vivre, à ta façon, et à la mienne. Il tourna les talons. Suis-moi. Elle le suivit dans la forteresse. L'intérieur était taillé dans la pierre brute. Les murs dégageaient un froid humide. Le sol portait les traces d'anciennes bottes, et les torches accrochées aux parois projetaient une lumière tremblante. On entendait des gouttes tomber dans une salle lointaine, comme un souffle régulier. Il ouvrit une porte en bois sombre. Voicita chambre. La pièce était simple. Un lit avec des draps gris, un coffre en bois, une petite table, une fenêtre étroite qui donnait sur un précipice. Pas d'ornement, pas de couleur. Seulement une couverture en laine épaisse. Tu dormiras ici, Gitio. Elle l'observa. Confuse. Êtes-vous? Demanda-t-elle. Il la fixa longuement avant de répondre. Ailleurs, pendant une seconde, elle n'osa pas y croire. L'homme qui l'avait achetée ne comptait pas la toucher, mais avant qu'elle ne puisse formuler une pensée, il reprit. Ce soir, tu mangeras avec moi. À la grande table. Elle ne répondit pas. Il se détourna et ouvrit la porte pour partir. Mais avant de franchir le seuil, il s'arrêta. Eliane, elle releva la tête. À Rochebrune, personne ne t'insultera. Personne ne rira de ta forme. Elle sentit son cœur se serrer pas de tristesse, mais d'un mélange étrange de soulagement et de méfiance. Puis il ajouta, « Mais cela ne signifie pas que tu es en sécurité. » Il referma la porte derrière lui. Eliane resta seule dans la chambre, une main sur sa poitrine, le souffle coupé. Elle avait quitté un père qui la méprisait, pour entrer dans la demeure d'un homme qui ne la touchait pas, ne la jugeait pas, mais dont le silence semblait cacher un gouffre. Elle avança jusqu'à la fenêtre. Le vent glacial entra et souleva un coin du rideau. La forteresse entière semblait contenir un secret. Et, au fond d'elle, quelque chose lui disait qu'elle n'avait encore rien vu. Les premiers jours à Rochebrune furent un mélange étrange de silence, de pierres froides et d'ombre qui semblaient l'observer dans chaque couloir. Eliane s'habitua peu à peu à la routine de la forteresse, même si rien n'était familier, ni les voix graves des soldats, ni les murs trop épais qui étouffaient les bruits, ni l'altitude qui faisait vibrer l'air comme un animal vivant. La première nuit, elle n'avait presque pas dormi, pas tant par peur que par anticipation. Elle s'était assise sur son lit, les mains serrées sur les draps, attendant le bruit d'une clé dans la serrure. Rien n'était venu. Aucun pas dans le couloir, aucun souffle derrière la porte. Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrit les yeux, le soleil déjà haut filtrait par la fenêtre étroite, et la porte restait condamnée par rien. Pas un verrou, pas un garde. Elle était libre de sortir. Elle descendit alors dans la grande salle. Les tables étaient déjà débarrassées du petit déjeuner. Une femme aux cheveux gris, la cuisinière selon toute apparence, lui fit un signe de tête doux, presque timide, contraste étonnant dans cette forteresse où chaque visage semblait sculpté dans le granit. « Vous êtes la nouvelle dame, » dit la femme. « Je m'appelle Tara. » Eliane redressa légèrement le menton. Ce mot, dame, son père ne l'avait jamais prononcé pour elle. « Oui, » répondit-elle maladroitement. Tara posa une assiette pleine devant elle, sans commentaire sur son corps, ni insistance déplacée. « Mangez. Ici, personne ne regarde votre assiette. » Cette phrase, simple, la heurta plus profondément qu'une insulte. À Valorme, chaque bouchée avait été observée, comptée, commentée. À Rochebrune, la nourriture n'était ni récompense ni punition, elle était simplement nécessaire. Eliane mangea en silence, savourant, pour la première fois depuis longtemps, une bouchée sans honte. Après cela, elle erra dans la forteresse. On la laissait passer sans question, mais elle sentait les regards. Pas moqueurs, pas condescendants, des regards évaluateurs, comme si chacun ici cherchait à comprendre ce qu'elle valait, au-delà de ce que son corps montrait. En fin de journée, un soldat vint la chercher pour le repas du soir. « Monseigneur vous attend. » Elle inspira profondément et le suivit. Dans la grande salle, Malric était assis au bout de la table. Une seule assiette, 2 coupes, une chaise vide à sa droite. Elle s'approcha, les mains moites. « Asseyez-vous, dit-il. » Sa voix n'était ni accueillante ni hostile. Elle était neutre, tranchante, comme tout chez lui. Eliane prit place. Pendant quelques secondes, seul le bruit du feu dans l'âtre remplit l'air. Enfin, il parla.
Tu t'es habitué à ta chambre? Elle hocha la tête. Oui. Elle est simple, mais bien. Il sembla approuver. Je n'offre pas de luxe. Un toit, un lit, de la chaleur. C'est suffisant. Il mangea en silence, puis ajouta, les gens de Valorme t'ont trop regardé. Ici, ils ne regarderont que ce que tu fais, pas ce que tu es. Elle cligna des yeux, surprise par cette phrase qui n'avait rien d'une flatterie, mais tout d'un avertissement. Et qu'est-ce que je dois faire? Il posa sa fourchette, la fixa. Rien. Pas encore. Observe. Comprends les lieux, les hommes, toi-même. Ensuite, nous verrons. Cette réponse, loin de la rassurer, éveilla en elle une curiosité qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Après le repas, il se leva. « Suis-moi ». Elle le suivit dans les couloirs jusqu'à une salle plus sombre, dont la porte s'ouvrit avec un grincement long et lourd. À l'intérieur, des armes accrochées, des étagères de livres anciens, une grande table couverte de cartes. « C'est mon cabinet », dit-il. « Tu n'entreras ici que si je te l'ordonne. » Elle observa les murs tapissés de souvenirs de guerre, boucliers brisés, casques bosselés, trophées d'ennemis. « Pourquoi me montrer cette pièce ?» demanda-t-elle. Il la regarda, et pendant un instant, elle sentit un frémissement dans l'air, comme si une vérité s'apprêtait à jaillir. « Parce que c'est ici que tu comprendras. » « Comprendre quoi ?» Il s'approcha, lentement. Il était si grand qu'il la dominait sans effort. « Que ce que tu crois savoir de moi est faux, et que ce que tu ignores te protégera. » Elle déglutit. « Je pensais que vous me prendriez. » La première nuit, il resta immobile, puis répondit avec une lenteur calculée. « Ce que ton père m'a vendu ne m'intéresse pas. La phrase, la frappa come un coup. Alors, pourquoi m'avoir voulu ?» Un micro-silence, presque imperceptible, mais lourd. « Je n'ai pas dit que je ne te voulais pas, dit-il enfin. J'ai dit que je te toucherai quand tu voudras être touché, pas avant. » Le souffle d'Eliane se coupa net. Jamais, dans toute sa vie, personne n'avait associé son corps à un choix. Malric fit quelques pas vers l'armoire, sortit un manteau épais. « Il fait froid ici, dit-il. Prends-le. » Elle prit le vêtement, les doigts tremblants. « Une dernière chose, ajouta-t-il sans se retourner. Si tu entres dans l'aile ouest, je ne pourrai pas te protéger. » Elle sentit une vague froide monter dans sa nuque. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il referma la porte derrière lui, la laissant seule dans le cabinet silencieux. Sa voix résonna dans le couloir. « Parce que l'aile ouest garde les morts de Rochebrune. » Eliane resta immobile, le manteau serré contre elle, le cœur battant. Un homme qui ne la touchait pas. Une demeure pleine de secrets. Une aile interdite habitée par les morts. Et un avertissement qui ressemblait plus à une promesse qu'à une menace. Elle comprit alors que Malric n'était pas un maître ordinaire. Il était quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à nommer, et que cette forteresse, immense et glacée, avait commencé à refermer ses murs autour d'elle, non pas pour l'emprisonner, mais pour lui révéler ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de devenir. La nuit suivante fut la première où Eliane rêva de Rochebrune, non pas d'un rêve confus ou brisé, mais d'un rêve précis, trop réel. Elle se voyait marcher dans un couloir plongé dans une pénombre gris-bleu. Les murs de pierre sointaient une humidité froide. Au loin, une porte battait lentement, comme poussée par un souffle invisible. Et à chaque battement, un murmure, un souffle bref, fragile, comme une voix arrachée au fond d'une gorge morte. Elle se réveilla en sursaut, la respiration coupée, la nuque humide, la fenêtre tremblait sous le vent, et la lune éclairait la chambre d'une lueur pâle. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle. Mais elle connaissait déjà Rochebrune. Ici, même les rêves avaient un poids. Au petit matin, elle descendit dans la cour intérieure. Le soleil, rare dans ces hauteurs, tentait de percer la brume. Des soldats s'entraînaient, frappant les cibles de paille d'un rythme sec. D'autres réparaient des lances, des arbalètes. Elle se sentait épiée, mais pas par des moqueries. Non, par une observation méthodique, presque professionnelle, comme s'il cherchait à comprendre quelle place elle prendrait dans ce monde qui n'était pas le sien. Tara vint lui apporter une tasse fumante. « Racine d'Altea », dit la cuisinière. Contre les nuits agitées, Eliane sursauta. « Comment savez-vous » Tara se contenta d'un sourire doux. « Les murs parlent, madame. » Même quand la bouche se tait, Eliane frissonna, mais ne dit rien. Après cela, elle chercha à occuper son esprit. Elle aida les femmes à plier les draps, observa les hommes réparer les charpentes, tenta même d'apprendre à reconnaître les herbes séchées qu'on suspendait près des cuisines. Mais quoi qu'elle fasse, une pensée revenait toujours. L'aile ouest, l'endroit interdit, l'endroit des morts. Le soir venu,
Elle chercha Malric des yeux. Il n'était pas dans la grande salle, ni dans la cour, ni dans la salle d'armes. Elle finit par le trouver à l'écurie, brossant la croupe d'un cheval noir massif. C'était étrange de voir un seigneur faire ce travail lui-même. Ses manches étaient retroussées, ses mains couvertes de poussière et de crin. « Vous auriez des gens pour faire cela, » dit-elle doucement. Il ne leva pas son regard vers elle, mais la voix fut nette, immédiate. « Je ne demande pas à mes hommes de faire ce que je refuse de faire moi-même. » Elle resta silencieuse quelques secondes. L'aile ouest. Pourquoi est-elle interdite? Cette fois, il s'immobilisa. Un silence tendu, presque coupant. « Je t'ai dit de ne pas t'en approcher. Je veux comprendre. » Il se redressa finalement. Les lanternes projetaient sur son visage des ombres longues, sculptant sa mâchoire, soulignant la fatigue sous ses yeux. « Tu ne veux pas comprendre, Iliane. C'est... non. » Sa réponse claqua comme une porte. Elle inspira et osa pousser un peu plus. « Je ne suis pas un objet qu'on enferme dans une chambre et qu'on sort, quand on veut parler. Si je dois vivre ici, j'ai le droit de savoir. » Il la fixa longtemps, très longtemps. Puis il dit, d'une voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue, « L'aile ouest est la seule chose que je ne peux pas te protéger. » Elle fronça les sourcils. « Jikwe » Il détourna le regard. « De ce qui y vit, de ce qui y meurt, de ce qui ne parle plus que pour ceux qui ont le cœur fracturé. » Son dos se raidit, sa respiration devint trop contrôlée. Il y avait quelque chose derrière ces mots, quelque chose de personnel. Quelqu'un est mort là-bas? Il ferma les yeux une fraction de seconde. Plusieurs, dont quelqu'un que j'ai aimé. Eliane sentit son souffle se suspendre. « Votre... épouse ?» Il rouvrit les yeux. « Non, pas mon épouse, ma sœur. » Une silence lourde s'installe. « Elle... est morte là? Bas ?» demanda Eliane doucement. Il secoua lentement la tête. Elle y a pris sa dernière respiration. Mais morte, ce n'est pas le mot juste. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Je ne comprends pas, et tu ne dois pas comprendre. Pas encore. » Il fit un pas vers elle, suffisamment près pour qu'elle sente la chaleur de son torse, mais pas assez pour la toucher. « Eliane, n'ouvre pas cette porte. Je t'en supplie. » C'était la première fois qu'il employait ce mot, « supplie ». Un seigneur, un guerrier, un homme réputé cruel, suppliant une fille sacrifiée. Elle aurait dû accepter, mais les secrets sont des portes qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on en voit la poignée. « Si je dois vivre ici, » dit-elle doucement, « je dois savoir ce qui vit avec moi. » Il ferma les poings. « Tu joues avec des ombres dont tu ne connais pas les dents. » Puis il la contourna et quitta l'écurie, la laissant seule, la respiration lourde, le cœur battant contre ses côtes. Cette nuit-là, elle fut incapable de dormir. Les flammes du foyer projetaient des formes mouvantes sur les murs, et chaque bruit du vent semblait appeler son nom. À minuit, elle se leva, enfouit un manteau sur ses épaules, et quitta sa chambre sur la pointe des pieds. Les couloirs étaient glacés, déserts. Elle marcha lentement, guidée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas. L'aile ouest se trouvait derrière une lourde porte de chêne. Une chaîne rouillée pendait encore, mais ne la bloquait pas. Il suffisait de pousser. Eliane posa la main sur le bois froid. Un frisson, comme une pulsation, sembla monter du bois vers sa paume. Elle déglutit, respira lentement, poussa la porte. Un souffle glacé l'enveloppa. Le couloir devant elle était plongé dans une obscurité visqueuse, presque matérielle. Les murs étaient plus étroits, la pierre plus sombre, comme si cette partie du château était née d'un autre monde. Elle fit un pas, puis un autre, un craquement, une plainte, un murmure, un murmure qui ne venait pas du vent, un murmure qui lui murmura « Eliane, son sang se glace ». Elle voulut reculer, mais une ombre se détacha du mur. Une silhouette, fine, féminine, les cheveux longs, pâle comme la brume. Elle ouvrit la bouche. Son souffle forma un nuage de givre. « Tu n'aurais pas dû entrer », murmura la silhouette. Eliane recula d'un pas. « Qui êtes-vous » La silhouette leva lentement le visage. Les traits étaient délicats. « Humains. » Et pourtant, pas tout à fait. Je suis celle qu'il n'a jamais pu sauver. Eliane sentit la terre se dérober sous elle. La sœur de Malric. La silhouette sourit. Un sourire triste, déchiré. J'étais sa lumière. Puis je suis devenu son ombre. L'air se fit plus froid. Les murs semblèrent se resserrer autour d'elle. « Maintenant que tu as ouvert la porte, » dit la silhouette en s'approchant, « les morts te verront. » Eliane recula, la gorge serrée. « Pourquoi, moi ?» La silhouette leva la main et la posa sur sa joue. Elle n'avait pas de chaleur. Aucune. Parce que toi aussi, Eliane, tu es née pour être sacrifiée.
Puis, dans un souffle qui ressemblait à un adieu, et Rochebrune ne laisse jamais partir ceux qui lui ressemblent, la torche au mur s'éteignit. Le couloir fut avalé par les ténèbres, et Eliane comprit trop tard que l'aile ouest n'était pas un lieu. C'était une fin, et elle venait de l'éveiller. Le noir était total, pas un noir simple, pas celui d'une pièce sans lumière, un noir vivant, un noir qui respirait, un noir qui l'écoutait. Eliane resta figée, les yeux grands ouverts, les mains tremblantes, le souffle bloqué dans sa gorge. La silhouette n'était plus là, ou peu, être qu'elle n'était simplement plus visible. Mais sa présence flottait encore autour d'elle comme une brume glacée. Puis, quelque part au fond du couloir, un pas, lent, lourd, comme si les pierres elles-mêmes cédaient sous une force invisible. Elle n'attendit pas. Sans réfléchir, elle tourna les talons et courut. Le froid accrocha ses jambes, comme si le mur de ténèbres tentait de la retenir, mais elle força, tira, réussit à atteindre la porte. Elle la claqua derrière elle et s'adossa au bois, haletante, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal aux côtes. Elle resta ainsi de longues secondes, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qui lui était arrivé. Puis ses jambes cédèrent, et elle s'effondra sur le sol, les mains dans les cheveux, secouée par une panique qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'avait jamais eu peur comme ça. Pas même le jour où son père avait décidé de la vendre. Pas même quand Lord Malric l'avait fait monter dans son carrosse sans un mot. Non. Ce soir, pour la première fois de sa vie, la peur avait un visage pâle, brumeux, et des yeux qui n'existaient plus. Lorsqu'elle retourna finalement dans sa chambre, la torche dans le couloir brûlait normalement. Le château semblait dormir, indifférente à son terreur. Elle s'adossa à sa porte, ferma les yeux et tenta de respirer. Mais quelque chose n'allait pas. L'air dans la pièce avait changé. Plus lourd, place froid. Elle rouvrit brusquement les yeux. Quelqu'un était assis dans l'ombre, sur la chaise près de son lit. « Bon sang !» s'écria-t-elle en reculant, mais la voix qui répondit n'était pas celle d'un revenant. « Tu ne devais pas entrer là-bas. » Malric, dans le noir, immobile, les coudes sur les genoux, la tête penchée vers elle. Il ne criait pas, il ne l'accusait pas. Il avait l'air brisé. Elle sentit sa gorge se serrer. « Yeah, entendu. » Elle, « Je sais ce que tu as entendu. » Sa voix, d'habitude tranchante comme la pierre, n'était plus qu'un souffle. « Tu as vu, ma sœur. » Il prononça ces mots comme on arrache un pansement sur une plaie qui ne guérit jamais. Eliane hocha la tête, incapable de mettre le moindre bruit dans sa bouche. « Elle est morte, » dit-elle d'une voix fragile. Il secoua lentement la tête. Pas tout à fait. Il se leva enfin, et dans la lumière faible de la lune, elle vit ses traits tirés, ses yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ce qui est dans l'aile ouest n'est pas vivant, mais ce n'est pas mort non plus. Il s'approcha d'elle. « Eliane, as-tu senti qu'elle te touchait ?» Elle frissonna profondément. Oui. Sa main était glacée. Il ferma les yeux, comme si cette phrase lui rendait la douleur insupportable. « Alors elle t'a choisi. Tracy ?» Il rouvrit les yeux, sombres, graves, brûlant d'un avertissement silencieux. Les ombres de Rochebrune ne parlent qu'à deux sortes de gens. Ceux qui sont déjà morts, et ceux que le château accepte de dévorer. Elle sentit son souffle se briser. « Pourquoi ?»« Moi. » Il la regarda longuement. « Parce que tu lui ressembles. » Elle se raidit. « Je ressemble à votre sœur ?» « Pas physiquement, pas dans ta voix, ni dans ton visage, mais dans ce que tu portes. » Elle fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que je porte ?» Il posa sa main, très doucement, sur sa gorge sans la toucher vraiment, juste à une distance infinitésimale. Une blessure qui n'a jamais parlé. Une douleur qui n'a jamais guéri. Un sacrifice que tu n'as jamais choisi. Elle sentit ses larmes monter sans qu'elle puisse les arrêter. Comment savait-il? Comment voyait-il cela? Il retira sa main et ajouta « Ma sœur aussi avait été donnée. Pas pour son corps, mais pour la politique de mon père. » Il fixa le vide, son regard perdu quelque part loin dans la pierre. Elle aimait un homme que notre famille jugeait indigne. On l'a envoyé ici, à Rochebrune, pour lui briser le cœur. Elle a obéi. Elle a essayé d'être ce qu'il voulait. Et petit à petit, elle s'est éteinte. Eliane murmura. Et elle est morte dans cette aile. Non. Pas exactement. Il passa une main sur son visage, comme s'il chassait un souvenir qui lui brûlait la peau. Elle s'est laissée mourir. Mais Rochebrune ne l'a pas laissée partir. Une chair de poule terrible monta le long du bras d'Eliane. Alors, ce n'est pas un fantôme? Il eut un petit rire amer. Les fantômes sont l'écho d'un souvenir. Ma sœur est un écho d'un silence.
Elle sentit ses genoux trembler. Elle m'a dit que j'étais né pour être sacrifié. Malric se figea entièrement. Pendant quelques secondes, il ne respira pas. Puis sa voix, grave, roula comme un tonnerre contenu. Alors le château a parlé à travers elle. Eliane vacilla. Qu'est-ce que cela signifie? Il se rapprocha jusqu'à ce que son souffle effleure son front. Sa voix, basse, était presque une prière. Cela signifie que Rochebrune croit que tu es comme elle, qu'on t'a livré pour être brisé, qu'on t'a envoyé ici pour mourir en silence. Elle releva la tête, la gorge tremblante. Est-ce vrai? Il posa sa main sur sa joue la première fois qu'il la touchait vraiment et murmura. Oui. Elle sentit son cœur se déchirer. Et vous? Vous allez me laisser mourir comme elle? Un souffle lourd s'échappa de sa poitrine. Non. Passe-toi. Il posa son front contre les siennes. Je t'ai laissé entrer dans l'aile ouest, par ma faiblesse. Je ne te laisserai plus t'approcher de ce qui peut te voler l'âme. Il recula, mais sa voix resta brûlante. Eliane, je ne t'ai jamais voulu pour ton corps, ni pour ce que ton père m'a vendu. C'est pour cela que tu as survécu à cette nuit. Elle resta immobile, secouée, perdue. Alors pourquoi m'avoir prise? Il baissa les yeux, comme s'avouer cela lui arrachait quelque chose de vivant. Parce que Rochebrune avait besoin de toi, parce qu'elle t'a appelé. Eliane sentit son sang se glacer. Le château m'a appelé. Il hocha la tête lentement. Les morts ne réclament pas n'importe qui. Elles réclament celles qui leur ressemblent, celles qui ont été abandonnées, celles que personne n'a choisies. Elle posa une main sur son cœur. Alors, qu'est-ce que je suis pour vous? Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit la vérité nue dans ses pupilles. Tu es celle qui peut survivre là où ma sœur est morte. Celle qui peut regarder les ténèbres et ne pas devenir l'une d'elles. C'est pour cela que je t'ai prise. Il ajouta, dans un souffle fragile, presque brisé, et c'est pour cela que je ne te toucherai jamais, tant que tu ne sais pas qui tu es réellement. Elle sentit son cœur se serrer de 1000 émotions contradictoires. Et si je veux comprendre? Demanda-t-elle. Il la fixa avec une gravité presque douloureuse. Alors je t'apprendrai. Mais sache ceci. La vérité de Rochebrune n'est pas un secret. C'est une malédiction. Eliane releva lentement le menton, essuya une larme sèche. Alors je veux la connaître. Malric inspira profondément. Très bien. Demain, je t'emmènerai voir l'endroit où tout a commencé. Elle frissonna. L'aile ouest? Non. Plus loin, là où ma sœur est morte avant de mourir. Puis il ajouta, d'une voix trop calme pour être apaisante. Et là, Eliane, tu apprendras pourquoi Rochebrune ne réclame jamais une femme au hasard. L'aube n'a qu'ui grise. Le ciel n'offrait ni lumière ni chaleur, simplement un voile froid qui enveloppait Rochebrune comme un linceul. Eliane descendit dans la cour, le manteau serré contre elle, le cœur lourd d'une appréhension qu'elle n'osait nommer. Malric l'attendait déjà. Il tenait 2 chevaux sellés. Le sien, un immense étalon noir. Le sien à elle, une jument brune au regard doux. « Montre-moi », dit Eliane d'une voix ferme. Il hocha simplement la tête et grimpa en selle. Ils quittèrent la forteresse sans un mot. La forêt avalait le chemin, les branches formaient une voûte sombre, et le vent portait une odeur d'humus et de secrets enterrés. Malric montait en silence, le dos droit, les yeux fixés sur un point invisible. Elle savait qu'il ne parlait pas par froideur, mais par nécessité, comme si chaque pas les rapprochait d'un souvenir trop lourd pour être évoqué à voix haute. Après une longue montée, ils atteignirent enfin un plateau. Là, la forêt s'ouvrit sur une clairière circulaire, étrangement parfaite comme si elle avait été dessinée dans la terre par une main ancienne. Au centre, une pierre dressée, un menhir, haute, brute, rongée par le temps. Des marques gravées en spirale profonde l'entouraient, effacées par les siècles mais encore lisibles, pour qui connaissait la douleur. Eliane sentit une pression dans sa poitrine, une lourdeur étrange. « C'est ici », dit Malric d'une voix rauque. « C'est ici qu'elle a cessé d'être vivante. » Eliane descendit de cheval, s'approcha lentement. « Tassua », il acquiesça. Elle venait ici en secret, pour fuir le château, pour fuir mon père, pour fuir la vie qu'on lui imposait. Il passa une main sur la pierre, avec une tendresse qui brisait le cœur. Elle n'était pas morte quand elle venait ici, mais elle ne respirait plus vraiment. Le château avait déjà commencé à la dévorer. Eliane frissonna. Comment ça, la dévorer? Il posa sa paume sur la pierre. Rochebrune n'est pas une demeure. C'est une création, construite sur des terres où, depuis des générations, on sacrifiait des femmes. Les mots la frappèrent comme un coup. Sacrifier? Pourquoi des femmes? Il inspira profondément. Parce que les hommes de notre lignée croyaient que la force venait du sang des femmes, que leur douleur donnait puissance,
Clairvoyance, protection, aucun d'eux ne l'avouait, mais le château porte encore les traces de leur crime. Elle recula, une main sur la bouche. C'est monstrueux. Oui, répondit-il d'une voix brisée. Ma sœur a été la dernière sacrifiée. Passepartout, par l'abandon, par la solitude, par la pression de devoir être ce que les hommes voulaient. Ses yeux s'assombrirent. Je n'ai rien fait pour la sauver. J'étais jeune. Et là que Eliane s'approcha de lui. Ce n'était pas ta faute. C'est, toujours, atroce brune, n'oublierin. Il soupira, comme si chaque mot arrachait un morceau de sa chair. Lorsque ma sœur s'est laissée mourir, quelque chose s'est levé dans l'aile ouest. Un hombre, son ombre, l'ombre de toutes ces femmes sacrifiées. Une pièce vivante, affamée de souvenirs, de douleurs et de ressemblances. Eliane sentit ses mains trembler. Et moi, j'y ressemble. Drop. Beaucoup trop. Elle passa une main sur la pierre. Elle était glacée, et pourtant une vibration douce, presque un battement, semblait émaner d'elle. « Tu m'as amené ici, pourquoi ?» demanda T.L. « Pour que tu comprennes ce que tu affrontes, ce que je combats depuis des années. » Elle secoua la tête. « Non, tu m'as amené ici parce que tu penses que je suis destiné à remplacer ta sœur. » Il serra la mâchoire. « Non, je t'ai amené ici parce que je refuse que tu suives le même chemin qu'elle. » Un silence lourd s'installe. Puis, il ajouta, « Tu as été vendu comme elle, trahi comme elle, écrasé par les attentes comme elle. » Et le château la sentit, il la fixa. « C'est pour ça que tu as entendu sa voix. C'est pour ça qu'elle t'a touché. Pas pour t'effrayer, pour t'avertir. » Eliane serra les mains. « Avertir de quoi ?» Il désigna la pierre. « Que le château te prendra, si je ne te protège pas. Si tu ne te protèges pas. » Elle déglutit. « Et comment me protéger ?» Il inspira profondément. En apprenant, en devenant une femme que les ombres ne peuvent pas avaler, elle haussa les sourcils. Et comment devient-on ça? Il la fixa longuement. Et pour la première fois, elle vit autre chose dans ses yeux. Une épaisseur, une chaleur contenue, une reconnaissance. En cessant d'être une victime, murmura-t-il, en devenant ce que le château n'a jamais su briser. Elle plissa les yeux. Et c'est quoi ça? Il s'approcha d'elle lentement, comme s'il touchait un fragile secret. Une femme qui choisit, qui refuse, qui affronte. Il ajouta, d'une voix vibrante, une femme libre. Elle sentit un frisson lui traverser la peau. « Tu me vois comme ça ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Pas encore, mais je te vois capable de le devenir. » Un silence tendu s'installa. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je fais quoi ?» Il jeta un dernier regard à la pierre. « Maintenant, tu dois affronter ce que ma sœur n'a jamais pu affronter. » L'aile ouest, il acquiesça. « Oui, mais pas seul. Jamais seul. » Eliane sentit son cœur battre plus fort, mais pas de peur, d'une détermination neuve. « Et si ce que j'y trouve veut me prendre ?» Il se plaça devant elle, très près, trop près, son souffle se mêlant au sien. « Alors il me trouvera, moi. » Il posa sa main sur la pierre, et celle-ci sembla vibrer. « Et cette fois, je ne laisserai rien t'atteindre. » Le vent se leva soudain, tournoyant autour d'eux comme une voix ancienne réveillée. Les feuilles frémirent, et un murmure s'échappa de la clairière, presque inaudible, presque tendre. « Eliane !» Elle respira profondément. « Elle m'appelle encore. »« Oui » répondit Malric d'une voix grave. « Et elle ne s'arrêtera pas tant que tu n'auras pas trouvé ce qu'elle veut te montrer. » Il tendit la main vers elle. « Prête ?» Elle posa sa paume dans la sienne. Et murmura. « Je ne suis plus une fille vendue, Malric. Je suis une femme qui veut comprendre. » Il serra sa main. « Alors rentrons. L'aile ouest nous attend. » Et cette fois, ils affronteraient les ombres ensemble. Le ciel était déjà sombre lorsque Malric et Eliane revinrent à Rochebrune. Un vent glacial soufflait du nord, faisant claquer les bannières comme des avertissements. Le château semblait les observer, immobile, massif, silencieux, mais pas inerte. Eliane sentait dans ses pierres une tension sourde, comme si la forteresse retenait son souffle. Elle posa le pied dans la cour, le cœur battant, la tête lourde encore des murmures de la clairière. Malric descendit de cheval et s'approcha d'elle. « Ce soir, dit-il d'une voix grave, nous allons dans l'aile ouest. » Elle hocha la tête, mais sa gorge se serra. « Tu veux savoir la vérité, Eliane ? » ?»« Oui. Alors prépare-toi. Rien de ce que tu verras là, bas ne sera ordinaire. » Il la guida jusqu'à sa chambre. Sur le lit l'attendait une cape épaisse, de longues gants de cuir et une lampe à huile au verre fumé. « Prince »
La lumière ordinaire ne survit pas là-bas. Elle enfila les gants, puis les fixa un instant. « Pourquoi des gants ?» demanda-t-elle. « Parce que certaines choses dans l'aile ouest ne doivent pas être touchées, et d'autres ne doivent pas te toucher. » Un frisson. La parcourut. Malric. Est-ce que je risque de mourir là? Bah. Il la regarda longuement. Très longuement, pas si tu restes près de moi. Ces mots n'étaient pas une promesse. C'était une alerte. Une vérité nue. Ils quittèrent la chambre et marchèrent en silence dans les couloirs de Rochebrune. Les torches vacillaient comme si un souffle invisible les frôlait. À mesure qu'ils approchaient de l'aile ouest, les pierres devenaient plus froides, le silence plus dense. Enfin, la grande porte apparut, massive, entaillée. De vieilles chaînes pendaient encore, rouillées, inutiles. Eliane sentit de nouveau cette vibration dans l'air. Une pulsation. Un appel. « Elle sait que je suis là », murmura-t-elle. « Oui », répondit Malric. « Elle est attende. » Il posa sa main sur la porte. « Une dernière question, Eliane. Si tu vois quelque chose qui ressemble à quelqu'un que tu as perdu, ne t'en approche pas. Ce ne sera pas lui. » Elle avala difficilement sa salive. « J'ai compris. Et quoi qu'il arrive, ne réponds jamais si quelque chose t'appelle par ton nom. » Le cœur d'Eliane se noua. « Pourquoi ? Parce que l'aile ouest ne doit jamais savoir que tu écoutes. » Il poussa la porte. Elle s'ouvrit dans un grincement long, douloureux. Une bouffée d'air glacé les enveloppa. Eliane entra. L'aile ouest n'était pas un couloir ordinaire. Les murs semblaient humides, mais aucune goutte ne coulait vraiment. La pierre était plus sombre, presque noire, et l'air portait une odeur légère, trop légère de cire ancienne, mêlée à quelque chose de plus froid, presque métallique. La lampe de Malric éclairait à peine quelques mètres devant eux, le reste était avalé par l'obscurité. « Ne t'éloigne pas, dit-il. » Elle marcha tout près, leurs épaules presque jointes. Ils avancèrent ainsi pendant de longues minutes. Le silence était absolu, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un souffle, derrière eux. Elle se retourna aussitôt. « Personne. Juste l'ombre. Ne regarde pas derrière, » dit doucement Malric. « Si tu regardes trop longtemps, tu verras ce que tu crois vouloir voir. Et ce sera un piège. » Elle hocha la tête. Plus loin, ils atteignirent une porte entr'ouverte. Derrière, un faible scintillement. Malric ralentit. Il murmura. « C'est là qu'elle est morte. » Et Eliane sentit sa gorge se serrer. « Ta sœur ? » ?»« Oui. » Elle s'asseyait ici pendant des heures, à parler à quelqu'un que personne ne voyait. Il poussa doucement la porte. La pièce était petite. Un lit simple, une table, une chaise, comme une chambre d'enfant, figée dans un temps que personne n'avait voulu revisiter. Mais ce n'était pas cela qui fit reculer Eliane. C'était la silhouette, au fond de la pièce, assise, la tête penchée, les mains sur les genoux. « Ne t'approche pas, » murmura Malric immédiatement. « Ce n'est pas elle. » La silhouette leva lentement la tête. Elle n'avait pas de traits, juste un voile pâle, comme un visage effacé. Mais une voix, douce, brisée, jaillit malgré tout. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Eliane sentit ses yeux s'humidifier. Ce n'est pas elle, Eliane. Elle répète ce qu'elle pensait, ce qu'elle a dit avant de mourir. Rien de plus. La silhouette se leva. Ses pieds ne touchaient pas le sol. « Tu ressembles à moi, » murmura-t-elle. Eliane recula d'un pas. « Tu as la même douleur, la même blessure, le même abandon. »« Tais-toi, » gronda Malric. La silhouette s'approcha, ses mains flottant dans l'air. « Ils t'ont donné, comme on donne une offrande. Et tu crois que tu seras plus forte que moi ?» Elle s'adressa à Eliane, directement, dangereusement. « Tu ne survivras pas. Toi aussi, le château te prendra. »« Recule » ordonna Malric. La silhouette frissonna, se déforma comme une flamme battue par le vent. « Lui, il ne pourra pas te sauver. Il n'a pas pu pour moi. » Et soudain, elle est disparue. La pièce s'assombrit brutalement. Le silence s'écrasa sur eux. Eliane se tourna vers Malric, tremblante. C'était elle? Vraiment elle? Il secoua la tête. Non. C'était ce qu'il reste d'elle, ce que le château n'a pas voulu laisser partir. Elle les respira, tremblante. Je comprends pourquoi tu m'as dit de ne pas venir seule. Il se rapprocha d'elle, posant une main sur son bras. Ton espace fouet. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas répondu. Tu as fait ce qu'elle n'a jamais su faire. Elle releva la tête. Et maintenant, il la fixa, grave, déterminé. Maintenant, tu dois décider. Décider quoi? Il répondit sans détour. Si tu veux affronter la vérité entière de Rochebrune, ou si tu veux rester une femme que le château tolère, mais n'accepte pas. Elle fronça les sourcils. Et si je veux la vérité?
Il approcha son visage du sien. Alors je devrais t'emmener encore plus loin que l'aile ouest. Au lieu où le premier sacrifice a été fait, au lieu où la malédiction a commencé, elle sentit un frisson. Et là-bas, qu'y a-t-il? Sa voix devint un murmure. La tombe de la première femme sacrifiée. Celle dont le sang a donné naissance à Rochebrune. Et si elle te reconnaît, alors tu ne seras plus une simple invitée ici. Le silence tomba. Tu deviendras la suivante. Eliane inspira profondément. Ferment, alors conduis-moi là-bas. Malric ferma les yeux une seconde, comme s'il venait d'accepter l'inacceptable. Très bien. Demain, avant l'aube, nous irons. Elle se tourna vers la pièce une dernière fois. La silhouette n'était plus là, mais une sensation glacée restait suspendue dans l'air. Malric? Oui? Sa sœur. Elle m'a dit que j'étais né pour être sacrifié. Est-ce vrai? Il la fixa, les yeux brûlants d'une douleur profonde. Non, Eliane. Tu n'es pas né pour être sacrifié. Il posa une main sur sa joue, avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Tu es né pour choisir. Il ajouta, dans un souffle presque tremblant, et demain, tu devras enfin faire ton choix. Le vent soufflait si fort que les torches sur les remparts semblaient prêtes à s'éteindre. Rochebrune ne dormait jamais vraiment. Mais cette nuit-là, le château paraissait retenir ses gémissements, comme si lui aussi savait ce qui allait arriver avant l'aube. Eliane ne dormit presque pas. Elle resta assise sur son lit, les yeux ouverts dans le noir, une main posée sur sa poitrine pour calmer le tremblement qui ne cessait pas. Elle pensait à la sœur de Malric, aux paroles qu'elle avait entendues, à cette main glacée sur sa joue, née pour être sacrifiée. Ces mots tournaient dans sa tête, comme une spirale qu'elle n'arrivait pas à briser. Quand la première lueur grise de l'aube glissa entre les nuages, 3 coups légers résonnèrent contre sa porte. Elle se leva, ouvrit. Malric se tenait là, enveloppé dans une cape de fourrure, le visage fermé, les yeux sombres. « Prête ?» demanda-t-il. Elle inspira profondément. « Oui. » Il hocha la tête et lui donna une cape doublée de laine plus épaisse que toutes celles qu'elle avait vues. « Il fait très froid là où nous allons, » dit-il. « Plus froid que ce que le vent peut expliquer. » Ils descendirent dans la cour. 2 chevaux les attendaient. Aucun soldat. Personne pour les accompagner. « Pourquoi sommes-nous seuls ?» demanda Eliane. Malric posa son pied dans l'étrier. « Parce que personne n'ose aller là-bas. Pas même mes plus vieux hommes. Ils disent que la terre elle-même y juge ceux qui s'en approchent. » Ils partirent vers l'ouest, là où les montagnes formaient une barrière déchiquetée, presque vivante. Le soleil n'avait pas encore percé. Le ciel était gris, strié de vent violent. « Êtes-vous déjà allé là-bas » demanda Eliane au bout d'un moment. Malric garda les yeux fixés droit devant. « On essaie au les fois. Le jour où j'ai juré que jamais, il s'interrompit. Jamais je ne laisserai une autre femme subir ce qu'elle a subi. » Eliane garda le silence, mais un frisson lui traversa la nuque. La montée fut rude, la forêt devint plus sombre, les arbres plus tortueux, les rochers plus tranchants. À mesure qu'ils avançaient, l'air changeait. Place Freud, plus lourd, chargé d'une odeur sèche, métallique, presque ancienne. Enfin, après une longue ascension, la forêt s'ouvrit sur une clairière circulaire, mais pas comme celle de la veille. Celle-ci était morte, pas des mousses, pas de feuilles, pas de chants d'oiseaux, juste un sol gris, craquelé, comme brûlé de l'intérieur, et au centre, une dalle de pierre, large, fendue en son milieu, couverte de motifs étranges, presque effacés, comme des runes oubliées. « C'est ici ?» demanda Eliane dans un souffle. Malric hocha la tête. La tombe de la première sacrifiée, celle dont le sang a nourri la pierre, celle dont les cris ont éveillé Rochebrune. Eliane s'approcha. Chaque pas faisait craquer le sol sous ses bottes, comme si la terre protestait sous son poids. « On raconte, » dit Malric, « que cette femme n'a pas été tuée par un homme, mais par un rituel. Un rituel de force, un rituel de protection. Il s'agenouilla devant la dalle. » Eliane l'imita. « C'était il y a des siècles, dit-il. Mais la légende dit qu'elle n'a jamais quitté cet endroit. Ni son souffle, ni sa colère. » Eliane caressa du bout des doigts la fissure profonde qui traversait la pierre. « Pourquoi m'avoir amené ici ?» demanda-t-elle doucement. Malric releva la tête, son regard accrochant le sien. « Parce que le château t'a reconnu. Parce que les ombres t'ont parlé. Parce que... » Il serra les dents. « Parce que je crois qu'elle aussi veut te voir. » Eliane sentit son cœur s'accélérer. « Elle? La première sacrifiée? Oui. Si ma sœur t'a parlé, c'est parce que tu portes la même blessure qu'elle. Mais si la première t'appelle, c'est pour autre chose. » Quoi donc? Il posa sa main sur la pierre, pour décider si tu es une offrande ou une héritière. Le silence tomba, lourd. «
terrified. Une héritière, répéta Eliane. Héritée de quoi? De Rochebrune. Le vent se leva soudain, violent, presque hurlant. Les arbres frémirent. La terre vibra sous leurs genoux. Une brume pâle commença à se former au-dessus de la fissure. Elle tournoyait lentement, presque élégamment, comme des doigts qui se dépliaient. Eliane sentit son souffle se bloquer. « Malric, qu'est-ce que c'est ?» Il posa sa main sur son épaule. « Ne parle pas, ne bouge pas, ne pense même pas à répondre. » La brume prit forme. Une silhouette de femme grande, élancée, mais floue, brumeuse, sans visage. Malgré tout, Eliane sentit une force colossale émaner d'elle. Ancienne, puissante, implacable. La silhouette se tourna vers elle, pas vers Malric, uniquement vers elle. La voix qui s'éleva ne ressemblait à rien de vivant. Ni un souffle, ni un murmure, ni une morte. Juste un son qui lacérait l'air. Toi. Eliane sentit ses os vibrer. Cette seule syllabe l'avait transpercée. La silhouette avance. Malric se redressa, se plaça entre elles mais fut projeté au sol par une force invisible. « Non !» cria Eliane en voulant courir vers lui. La silhouette leva un bras de brume. Eliane s'arrêta net. Impuissante. « Eliane !» murmura la forme. Elle avait compris son nom. Elle l'avait deviné. Elle l'avait senti. Malric, étourdi, hurla. « Ne réponds pas. » Mais c'était trop tard. Elle avait levé les yeux. Elle avait reconnu. La silhouette s'approcha encore et posa une main de brume sur sa poitrine. Un froid abyssal traversa Eliane de part en part. Elle cria, tomba à genoux, suffocant. La voix reprit, plus claire. « Tu n'es pas sacrifié. » Eliane ouvrit les yeux, tremblante. « Tu es choisi. » Un choc colossal secoua la terre. La brume éclata dans un souffle de lumière grise. Eliane bascula en arrière. Sa tête heurta la pierre, et le monde devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, Malric la tenait dans ses bras. « Eliane, Eliane, réponds-moi. » Elle cligna des paupières. Sa tête tournait. Son cœur battait si vite qu'elle en avait mal. « Malric, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Il tremblait. « Je ne sais pas. La forme n'a jamais parlé à personne depuis des siècles. » Elle toucha sa poitrine. La peau y était glacée, comme marquée. Elle m'a choisi. Malric Polite. Alors ce n'est plus seulement une malédiction. C'est un appel. Eliane se redressa, les yeux sombres, la voix plus profonde qu'avant. Je dois retourner à Rochebrune, pas comme une prisonnière, pas comme une femme vendue. Elle leva la tête vers la forteresse au loin. Je dois y retourner comme ce qu'elle a vu en moi. Malric se figea. Et qu'a-t-elle vu? Le vent souffla, soulevant ses cheveux. Eliane répondit, la voix calme, terrible, assurée. Une femme que Rochebrune ne pourra jamais briser. Elle posa une main tremblante sur le sol mort devant la dalle. Et une femme que Rochebrune réclame. Malric baissa les yeux, déchiré entre la peur et un respect nouveau. Alors, Eliane, ta véritable histoire commence maintenant.